Bonjour, très heureux de vous accueillir dans cette troisième et dernière vidéo sur les principes directeurs de notre vie. Qui c'est que nous écoutons finalement? Est-ce qu'on écoute plutôt notre cœur ou notre tête? Est-ce qu'on écoute un maître spirituel, un guide spirituel? Qui décide? On va voir dans cette vidéo que même l'idée d'un décideur peut être remise en question. Et ça, c'est véritablement le vrai lâcher-prise, l'ultime lâcher-prise. C'est celui que nous invite à faire la spiritualité, notamment dans la non-dualité, l'idée d'un retour à soi, d'une unité dans laquelle il n'y a pas une petite personne isolée du reste du monde, qui est soumise au stress, qui essaie de survivre et qui doit réussir absolument sa vie. D'ailleurs, j'avais fait à l'époque, il y a 2 ans, quand j'avais mon cabinet à Lausanne, une vidéo sur la différence entre le développement personnel, qui est très intéressant. J'ai été pendant très longtemps dans le développement personnel, où en fait on met tout l'accent sur le développement d'une personne qui doit être heureuse, qui doit être positive, qui peut réussir, qui peut mettre en place des stratégies. Et en opposition à ça, la spiritualité, le développement spirituel justement, au contraire, on enlève l'idée d'une personne qui décide et qui contrôle. Et au contraire, c'est plus le développement de la conscience qui nous amène à voir que la personne, l'ego, est une illusion et maintient la souffrance d'ailleurs. Alors si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc pour voir en fait que c'est complémentaire. Il y a des complémentarités, c'est intéressant. Donc je vous mets le lien en dessous de la description. D'ailleurs, avant que j'oublie, pour ceux que ça intéresse, donc je fais un accompagnement également de jeûne et spiritualité pendant 5 jours, du 14 au 18 novembre. Il reste encore quelques places, il est pratiquement complet, mais il reste encore quelques places si ça vous intéresse. Donc c'est un peu ce qu'on va développer dans la vidéo ici, ce chemin de la spiritualité, du retour à soi, et puis également en profiter pour se nettoyer, retrouver de la vitalité, se détoxifier. Et donc grâce à 4 niveaux de jeûne que vous pouvez choisir avec mon accompagnement, donc tous les jours on se voit à 19 h où vous habitiez dans le monde. Et tout en travaillant, vous pouvez faire ça et c'est très agréable, c'est très facile parce que le fait de le faire ensemble avec un certain cadrage, finalement, rend la chose qui paraît un vrai défi pour beaucoup de gens de ne pas manger pendant 5 jours, finalement très accessible, vous allez voir. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien de cet accompagnement donc, du 14 au 18 novembre. Alors on a vu donc dans les 2 premières parties de cette trilogie que nous avons le choix entre écouter notre cœur ou écouter notre tête. Traditionnellement, on va opposer les deux. Écouter le cœur, c'est plus écouter une intelligence supérieure à celle du mental, qui est très limitée, qui est vraiment liée au passé plutôt, et l'écoute de tout ce que disent les autres pour nous, mais en réalité, c'est pas nous. Et donc, s'écouter soi, écouter son cœur, écouter des signaux beaucoup plus subtils qui vont apparaître justement quand le silence se met en place, parce que le silence mental se met en place, parce qu'on arrête d'écouter les pensées qui génèrent beaucoup d'émotions. Et écouter son cœur, ce n'est pas écouter ses émotions, puisque les émotions sont maintenues par le mental, sont déclenchées par le mental par des pensées de jugement, de supposition, d'analyse, etc., de comparaison, et tandis que l'élan du cœur se manifeste plus par des sensations très subtiles qu'on peut s'entraîner à ressentir, et on a vu qu'un grand maître spirituel peut être très utile pour ça, et il est accessible à tout moment, c'est le silence. Il ne demande rien, il est gratuit, il est plein d'amour, on va voir ce silence, parce qu'il nous invite justement à revenir à la maison, et notamment à écouter, parce qu'il y a un apaisement mental, ces signaux du cœur, ces élans du cœur, les élans de la vie en fait. Et puis c'est également l'occasion dans le silence d'aller se libérer de ces émotions cristallisées dans notre corps, de ce corps de souffrance. C'est l'occasion justement j'ai fait 4 vidéos là-dessus juste avant cette trilogie, pour justement se libérer des émotions destructrices de la souffrance. Et donc le silence est le cadre idéal pour faire cette pratique. C'est également un apaisement donc très profond et donc un gain de vitalité, un gain d'énergie. Le silence, c'est quand même, quand on y réfléchit, un véritable luxe de nos jours. C'est très difficile d'être dans le silence en fait. Et il y a des gens qui vont faire des retraites en Himalaya, dans des monastères, ou dans la nature, tout seul. Et c'est vraiment bienvenu parce que ça devient un luxe d'être dans le silence. Je ne parle pas forcément du silence où il n'y a pas de bruit, parce que le bruit n'est pas un problème, mais c'est le silence mental surtout. Et parfois la vie va nous amener à vivre des moments de silence, parce que c'est pas qu'on l'a décidé forcément, mais la vie va nous inviter à vivre des moments de silence, notamment lors de drames. Si vous avez un deuil, vous perdez quelqu'un, ou alors un drame parce que il y a la fin d'une histoire d'amour qui peut vous détruire complètement, vous ravager le cœur. Mais c'est également une opportunité, pour ne pas devenir fou justement, de retourner l'attention non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, et de voir que ce qui souffre est maintenu par le mental, et ce que nous sommes profondément ne souffre pas.
Et je vais encore aller plus loin dans cette explication. C'est une vidéo un peu ambitieuse par rapport aux autres vidéos. C'est aussi un défi spirituel que je vous propose, c'est d'aller dans cette hypothèse qu'il n'y a pas une personne qui contrôle et qui décide pour nous. En réalité, c'est la vie qui se déroule tout simplement. Et nous pouvons en être le témoin, un témoin tranquille et apaisé. Et donc ce silence, en fait, si on continue à rester en silence et observer ce que nous sommes profondément, observer le réel, eh bien quand le mental s'en va, qu'est-ce qui reste? On voit qu'il reste une conscience, une présence, mais ce n'est pas une personne. Ce n'est pas humain en quelque sorte, c'est une présence qui accueille l'humanité. Et donc on arrive à ce qu'on appelle la réalisation du soi, et non pas la réalisation de soi qui est propre au développement personnel, mais la réalisation du soi, ce que nous sommes profondément. Et donc il y a cette illusion du personnage qui saute, qui est maintenue par le mental, ce mental qui maintient l'illusion du personnage et qui maintient également 3 autres illusions qui maintiennent l'idée d'un moi. Je suis moi, je suis, on ne peut pas le contester, je suis vivant, mais moi c'est une autre histoire. Est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis dépressif? Est-ce que je suis suisse ou français ou n'importe? Est-ce que je suis ce personnage ou est-ce que simplement je suis sans pouvoir mettre une étiquette dessus derrière? Le moi en fait est une étiquette mentale et quelles sont ces 3 illusions, on va voir ça maintenant, qui maintiennent l'illusion d'un moi? Eh bien, c'est l'illusion du temps, c'est l'illusion du contrôle, de quelqu'un qui contrôle, et c'est l'illusion de la fragmentation. Donc il y a 3 illusions. La première illusion, l'illusion du temps, eh bien, quand on y réfléchit chaque fois en silence, on voit que c'est évident qu'en fait, il n'y a jamais eu que le présent qui existe. Vous êtes d'accord que vous n'avez jamais existé en dehors du présent. Chaque fois que vous avez existé, c'était toujours dans le présent. Vous n'avez pas existé dans le passé puisqu'il n'existe plus. Et vous n'avez pas existé dans le futur puisqu'il n'existe pas encore. Ce sont des concepts mentaux. Il n'y a que le présent qui existe, qui est éternellement présent. On a toujours été éternellement dans le présent. Et donc le mental crée l'illusion d'une ligne temporelle, du passé et du futur, qui est très utile pour fonctionner sur un plan relatif, mais en même temps qui peut nous faire beaucoup souffrir parce qu'on maintient une histoire qui peut être tragique dans notre passé, on maintient des projections qui peuvent nous faire peur par rapport à ce qu'on croit du passé et on fait des projections sur le futur, et en sachant qu'on va peut-être encore pas réussir quelque chose ou perdre quelque chose, donc on va mourir, il y a la peur de la mort qui est très profonde. Et donc cette illusion du temps, car c'est un concept mental puisqu'il n'y a jamais eu que le présent, cette illusion de temps maintient l'idée d'un personnage, un petit personnage qui se balade sur cette ligne du temps, qui est né un jour, qui va mourir un jour. Alors c'est sûr qu'il y a la mort d'un corps, effectivement, ça c'est la réalité biologique, mais est-ce que nous sommes liés à ce corps fondamentalement? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est dedans? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que c'est le corps qui apparaît en nous? Vous voyez, c'est un renversement de situation qu'on peut faire grâce au silence, où on observe ce que nous sommes profondément. Donc l'illusion du temps maintient l'idée d'un personnage, que nous ne sommes pas en fait, et cette illusion est maintenue également par une deuxième illusion, qui est l'illusion du contrôle. Nous pensons avec bonne foi, parce que c'est ce qu'on nous a appris en fait, que nous contrôlons notre vie et que je suis le personnage qui contrôle, c'est moi qui prends mes décisions. Est-ce vraiment le cas? Observez par vous-même, vérifiez-le. Est-ce qu'il n'y a pas là erreur d'attention? Est-ce que vraiment c'est vous qui pensez, par exemple? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la pensée qui pense toute seule? Observez que chaque fois que nous pensons, est-ce qu'on a décidé de penser à ça ou est-ce que la pensée est arrivée en nous et on se l'approprie? Et on dit, ah je pense que, est-ce que c'est vraiment moi qui pense? Essayez d'arrêter de penser pendant plusieurs minutes, vous allez voir que ça continue malgré tout et parfois on essaie de dormir, on voudrait arrêter de penser et ça pense tout seul. Alors si ça pense tout seul, est-ce que c'est vraiment moi le penseur? Mais qui pense alors? Est-ce que la pensée ne pense pas d'elle-même toute seule? Est-ce que ce n'est pas un phénomène impermanent, comme les sons, comme les sensations extérieures, tous les stimuli, que je peux accueillir au sein de ma conscience, mais qui ne sont pas moi fondamentalement? De la même façon, on croit aussi quand on contrôle le soi, je suis quelqu'un qui contrôle ma pensée, on a vu que c'est une illusion, parce que la pensée pense toute seule, et en plus les neurosciences nous montrent aussi, j'ai oublié de le mentionner, que nos décisions, on croit qu'on décide quelque chose, en réalité, il y a eu élan neuronal, mental ou physique vers quelque chose, et une demi-seconde plus tard, on en prend conscience et on dit « je vais faire ça ». Je décide de faire ça, je décide de prendre le verre, je décide de bouger ma main. Est-ce que je l'ai vraiment décidé? Vous voyez là, je fais des mouvements, est-ce que j'ai vraiment à chaque fois décidé de faire tel mouvement, de faire tel mouvement? Tout ça se fait tout seul, automatiquement. Tout comme le corps, je ne le contrôle pas. Bouddha disait, si vous contrôliez votre corps, vous ne seriez jamais malade.
Hein, c'est vrai, alors c'est important évidemment de prendre soin de son corps, de faire en sorte qu'il soit plein de vitalité et qu'il reste vraiment, qu'il soit régénéré en permanence. Et c'est possible, mais il y a une intelligence qui nous dépasse, qui contrôle tout ça. Et c'est pas vraiment nous. On peut l'aider, en quelque sorte, faire en sorte que ne pas mettre des bâtons dans les roues, de ne pas s'intoxiquer, ne pas commencer à faire des bêtises avec son corps, se droguer. Mais même ça, on ne le décide pas vraiment. Ça se fait en fait. C'est une succession de conditionnements qui font que je vais me droguer ou que je vais commencer à mal manger parce que c'est mon contexte, je suis le fruit de mon contexte. Je suis en fait conditionné par mon éducation et tout est une question de réaction, de cause à effet. Mais au fond, ce cœur qui bat, la digestion qui se met en place, la lymphe qui circule et les millions de phénomènes à chaque seconde qui se passent dans mon corps, parce qu'à chaque seconde, il y a des millions de phénomènes dans le corps, à tous les niveaux, au niveau des gènes, des cellules. Il y a une intelligence qui dirige ça, et c'est pas moi. Je ne suis pas celui qui contrôle. Je ne suis pas celui qui pense, je ne suis pas celui qui agit. J'ai des élans comme ça qui me viennent, comme les élans du cœur. Est-ce que c'est en moi qui est décidé, ou c'est plutôt un élan qui survient? En fait, c'est la vie qui se manifeste. Et je maintiens pourtant néanmoins l'illusion de quelqu'un qui décide tout ça. Est-ce que ce n'est pas finalement une grande illusion qui nous fait beaucoup souffrir finalement? Et il y a une troisième illusion qui maintient cette idée d'un moi, c'est l'illusion de la fragmentation, qui est sans doute l'illusion la plus tenace parce qu'elle est liée vraiment au fonctionnement même de notre mental. Parce que depuis que nous sommes nés, et au début ça ne se fait pas, mais à partir du moment où le petit enfant commence à développer le mental, il va commencer à fragmenter. Au début, quand le bébé il arrive, il est un, il est dans l'unité. En fait, il ne fait pas de différence entre lui et le monde, entre lui et sa mère, entre lui et les autres. Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, tout est un. Et il est dans une joie permanente. En fait, bonjour. Alors ici, c'est un lieu magnifique de promenade extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez, il y a mon vélo qui est là, j'aime bien faire du vélo ici. Voilà, je ferme la parenthèse, j'étais un peu perturbé par la personne qui est passée. Donc en fait, qu'est-ce que je disais? C'est que, zut, j'ai oublié maintenant. Je ne sais plus ce que je disais. Il m'a fait trop rire. Oui, la fragmentation, voilà, excusez-moi. Donc en fait, je suis tellement dans le présent que j'oublie même le passé, ce que je voulais dire, le futur, c'est grave en fait. Donc c'est utile parfois d'avoir le mental qui fragmente les choses, mais souvent le mental, à un niveau psychologique, il va générer beaucoup de souffrance parce qu'il va générer l'idée d'un moi qui est différent des autres. En fait, le mental, et c'est sa fonction pour que nous puissions fonctionner dans le monde relatif, c'est de couper les choses, de fragmenter les choses. Il y a moi et les autres, il y a moi et le monde. Mais un petit enfant n'a pas ça au début, puis le mental va le faire. Et la science également nous prouve que la science également nous prouve que c'est une illusion, parce que lorsqu'on regarde notre main, par exemple, si on va dans l'infiniment petit de la main, qu'est-ce qu'on voit dans ces atomes qui composent les cellules et toutes les particules? Qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur de tout ça? C'est du vide. Dans les atomes, il y a du vide, on le sait aujourd'hui. Il n'y a pratiquement que du vide, des énergies qui circulent. Et entre l'air qui est là, autour de la main, et ma main, si on va dans l'infiniment petit, est-ce qu'on voit une différence? Non. En fait, c'est le cerveau qui génère avec ses filtres limités des différences. Et même au niveau des couleurs, en réalité, on voit des couleurs, il n'y a pas de couleurs en réalité, ce sont que des fréquences. Il n'y a pas de son non plus. Dans l'univers autour de nous, il n'est pas coloré, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de son. C'est à un certain niveau de réalité, on voit des formes, on voit des couleurs, on voit des sons, mais en réalité, ce sont que des fréquences, des ondes qu'on perçoit et qui sont captées par le cerveau et transmises en sensations sensorielles, donc des sensations. Et donc, cette illusion de la fragmentation maintient l'idée d'un moi, d'un petit moi, dans le temps, qui doit survivre sur Terre et qui doit essayer de faire sa place et essayer d'être heureux. En réalité, quand on se détache de cette illusion, parce qu'on voit le monde tel qu'il est, avec réalisme, et notamment le silence nous amène à ce réalisme, eh bien on se rend compte que nous ne sommes pas tout ça, mais alors que sommes-nous? Et que sommes-nous? La question elle est bonne, parce que c'est même pas qui sommes-nous, c'est que sommes-nous? Parce que ce témoin qui observe tous ces phénomènes, le phénomène des pensées, le phénomène des sensations, le phénomène des couleurs, eh bien ce témoin, est-ce que c'est vraiment une personne? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt une présence, une force sans forme, du vide, un espace, on peut dire même Dieu si vous voulez, tous les mots, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre
du nommable en quelque sorte, c'est plutôt un manque de quelque chose, c'est même pas l'espace et le temps, puisque l'espace et le temps apparaissent dans cette conscience, cette présence, on va dire cette présence, et bien cette présence, ce que nous sommes profondément donc, et bien cette présence est très calme, elle est très apaisée, et de tous les témoignages de tous les sages qui nous ont précédés, qui ont atteint cette compréhension de ce qu'ils sont profondément et qui l'ont transmis dans des enseignements de spiritualité, eh bien cette présence, elle est joyeuse, cette présence, elle est en paix. Elle est en paix parce qu'elle n'est pas en guerre avec le monde, elle n'a pas de peur, elle n'a pas peur de la mort, puisqu'en fait cette présence est éternelle. Et donc ça amène, vous voyez, un énorme lâcher-prise. Et je vous invite à changer cette façon de voir par le silence justement, à comprendre, à voir en fait que vous n'êtes pas ce petit personnage qui souffre, ou qui est parfois mécontent bien sûr, mais qu'on est beaucoup plus que ça. Et donc ça amène de l'émerveillement, ça amène la fin de l'identification à l'individu. C'est ce qu'on appelle l'éveil d'un rêve en fait. J'étais dans un rêve, comme quand on joue dans un jeu vidéo, on est pris par un film, on s'identifie au personnage, en fait on n'est pas ce personnage, on n'est pas dans ce film, on n'est pas dans ce jeu vidéo, mais ça paraissait très réel. Et ici c'est pareil. Et cette conscience de ce que nous sommes profondément, j'en termine avec ça, nous amène donc de l'émerveillement. Alors c'est ce que je vous invite à tous à ce qu'on appelle revenir à la maison, comme on dit en Inde, comme disent les sages, dans les yogis, les sages, revenir à la maison, c'est-à-dire revenir à ce que nous sommes profondément. Et se rendre compte que ce qui décide, ce n'est même pas nous. Nous sommes la vie qui se manifeste et qui se déroule, et nous pouvons l'observer en étant émerveillés, et en acceptant cette impermanence et cette polarité. Et plus on est dans le lâcher-prise et dans le calme, plus on génère évidemment un état de détente dans le corps, on génère des ondes, des fréquences, une signature électromagnétique qui est beaucoup plus apaisante pour nous et pour le monde. Et donc on le fait pour nous, mais on peut aussi le faire pour le monde. Encore une fois, je reviens avec ce message, c'est qu'à chaque fois que vous prenez soin de vous, vous prenez soin du monde. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.